Bonjour à tous. Nous voici arrivés dans un nouveau chapitre qui est l'énergétique. Alors qu'est-ce qu'on va voir en énergétique? On va parler de l'énergie et en particulier de lois de conservation avec cette énergie. Alors d'abord, l'énergie, c'est un mot qu'on entend beaucoup dans la culture populaire. On a l'impression que c'est parfois un peu magique aussi dans les romans, que c'est quelque chose d'incroyable et en fait au final, bon, d'un point de vue mécanique, c'est vraiment chouette. Ça permet de faire plein de choses. Mais c'est pas vraiment une propriété de la matière en tant que telle. C'est pas quelque chose qu'on possède, c'est plus une manière d'exprimer les propriétés d'un objet de manière globale. Alors je vais expliquer ça autrement. C'est un peu comme si Dieu au début de l'univers avait dit ok, ben, l'univers, je te donne 100 points. Et puis qu'il lui a dit voilà, tu te débrouilles avec ces 100 points. Ces 100 points, ce seront ton énergie. T'auras pas plus, t'auras pas moins. Tout ce que tu peux faire, c'est distribuer ces points dans plusieurs énergies. Alors, plutôt que parler de points, on va parler de joule, qui est l'unité de l'énergie. Et on pourrait dire, bon, évidemment, il y a beaucoup plus d'énergie dans l'univers, mais on pourrait dire, voilà, je te donne 100 joules. Cette énergie, elle sera toujours 100 joules. C'est la première chose, la première loi qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Et alors, si on veut être un peu précis, c'est l'énergie totale qui est conservée, on va y venir bientôt. Ça, il y a plusieurs manières de l'écrire. Dire que l'énergie est conservée, ça veut dire que l'énergie au cours du temps, donc après une seconde, après un mois, après 2000 ans, est une constante. Par exemple, comme j'avais dit, 100 joules, ça reste tout le temps 100 joules. Ça, c'est une manière de l'écrire. Une autre manière de l'écrire, ce serait de dire que l'énergie à un certain moment, que j'appelle le temps 1, est égale à l'énergie à un deuxième moment, le temps 2. Si mon énergie est conservée, ça veut dire qu'elle ne varie pas, qu'elle reste tout le temps à la même valeur, mon exemple de 100 joules, ah ben alors mon énergie au premier moment est égale à mon énergie au deuxième moment. Comme on va très souvent employer cette deuxième notation, on va même l'abréger et écrire E1 égale à E2. Ça veut dire que dans la plupart des exercices énergétiques qu'on va faire, par exemple, imaginons, je prends une balle et je la lance avec une certaine vitesse sur une rampe comme ceci. Et j'aimerais bien savoir jusqu'où elle va monter en fonction de ma vitesse là. Vous voyez bien que ma balle, elle va monter, s'arrêter, puis redescendre. On aimerait bien savoir jusqu'où elle monte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par définir des moments. Ceci, ce sera mon moment T1, le moment où ma balle est en bas. Et ici, j'aurai le moment T2, le moment où ma balle est en haut. Alors comme je vous l'ai dit, comment on va faire ça énormément, dans nos cours, on va juste écrire, voilà, ça c'est le moment 1, ça c'est le moment 2. Et on dira que mon énergie au point 1 est égale à mon énergie au point 2. D'accord? Ce qui revient à dire ceci en fait, mon énergie au moment 1 est égale à l'énergie au moment 2. Une dernière manière de l'écrire, pour ceux qui ont déjà vu les dérivés, dire que quelque chose est constant, ça veut dire que ça ne varie pas. Comment savoir si quelque chose varie? On le dérive. Donc la dérivée de l'énergie, ça veut dire comment varie mon énergie au cours du temps. Si ça ne varie pas, ça veut dire que sa dérivée vaut 0. Ça, c'est autant de manières d'écrire la conservation de l'énergie totale. Nous, ce qu'on va le plus employer, c'est ceci. C'est dire que mon énergie à un premier moment est égale à l'énergie d'un deuxième moment. Pourquoi? Pour résoudre ce genre de problème. Ce genre de problème où on se dit, bon d'accord, je pars d'en bas, je lance une balle à 10 km par heure. Est-ce que je vais réussir à l'amener par exemple en haut d'une pente pour que quelqu'un ici vienne la récupérer? Ou est-ce qu'elle va redescendre? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la première loi, la conservation de l'énergie totale. Il y a juste deux conditions à cette loi. En fait, c'est deux conditions qui viennent en une. La première chose, c'est que mon système doit être isolé.
Ça veut dire quoi un système déjà? Ça veut dire ce qui nous intéresse ici, ce qu'on considère. Par exemple, dans la plupart des cas, quand on a fait de la statique, on avait déjà des systèmes. Si j'avais par exemple le sol et une table, on avait regardé les forces sur ma table. On avait isolé le système de la table du reste. On n'avait pas du tout regardé si mon sol subissait des forces ou quoi. On avait donc isolé le système. Isoler le système, c'est regarder juste ce qui nous intéresse. Si mon système est isolé, alors son énergie totale est conservée. Et quand est-ce qu'il n'est pas isolé? Quand il y a des interactions avec l'extérieur. Imaginons ici que le système que j'ai envie d'isoler, c'est ma balle, évidemment. Cette balle, c'est juste elle qui m'intéresse. Est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle ne monte pas ou quoi? Mais ce serait tout à fait possible qu'il y ait des frottements avec la surface. On aurait donc une force de frottement qui vient s'opposer au déplacement. Cette force de frottement, elle est extérieure à mon système isolé. Elle va lui faire perdre de l'énergie. Vous vous doutez bien que si l'énergie, ça représente par exemple la vitesse que j'ai, avoir des forces de frottement, ça va faire que ma vitesse va diminuer plus rapidement que dans d'autres cas. Ça, on le verra plus loin, c'est ce qu'on appelle le travail, et ça va violer cette conservation de l'énergie. En fait, ça va créer un transfert. On y reviendra quand on sera au travail, exactement comment ça se passe, mais ici vous devez retenir que la conservation de l'énergie, c'est pour un système isolé, et donc pour un système sur lequel il n'y a pas de force extérieure qui vient jouer. S'il y a des forces extérieures, ce sera une autre formule qui fait intervenir un terme de travail. On en reviendra plus en détail, mais donc vous voyez qu'ici j'ai plus E1 égale E2, j'ai une composante liée au travail d'une force extérieure sur mon système. On y reviendra juste après. Pour l'instant, remettons-nous dans un système isolé. Quel va être le but du cours ici? Comment ça va s'organiser pour la suite? Comment donc va s'organiser le travail en énergétique? On aura donc des problèmes. On dira à chaque fois que mon énergie au moment 1 est égale à l'énergie au moment 2 si je n'ai pas de travail. Si le travail est égal à 0, c'est-à-dire si je n'ai pas de force extérieure qui viennent sur mon objet. Ça veut dire qu'il va falloir que j'estime c'est quoi l'énergie. Et donc ici, on va parler d'énergie totale de mon système. Qu'on pourrait noter comme ceci. Maintenant, souvent, on ne va pas le noter parce que c'est sous-entendu. Cette énergie totale, on appelle aussi l'énergie mécanique totale ou l'énergie mécanique. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de types d'énergie. Le cours, on va toujours se baser sur cette conservation de l'énergie ou avec un travail, voire après, comme élément de base. Et après, on va avoir différents types d'énergie. On a par exemple l'énergie liée à la vitesse, qu'on appelle l'énergie cinétique. On a vu dans les cours précédents qu'avoir une vitesse, on pouvait bouger en ligne droite ou tourner. On va avoir donc l'énergie cinétique de translation et l'énergie cinétique de rotation. Le fait de tourner, on a une vitesse qui est angulaire, c'est une énergie. Le fait de bouger en ligne droite, on a une vitesse qui est de translation, et c'est donc une énergie. Il y a aussi toutes les énergies qu'on appelle potentielles. Alors une énergie potentielle, c'est quand on est dans un champ. Alors c'est quoi un champ? C'est pas l'endroit où il y a des céréales, enfin aussi, mais dans ce cadre-ci, c'est tout ce qui est par exemple champ de gravité, un champ électrique, un champ électromagnétique, etc.
D'ailleurs, vous avez déjà entendu le mot potentiel quand on vous parle de différence de potentiel dans l'électricité. C'est lié. Alors, c'est pas mon but ici de faire un cours d'électricité. Ici, on va vraiment se concentrer sur des énergies qu'on appelle mécaniques, et donc en particulier l'énergie due à la gravité ou à un ressort. Et donc, le cours, il va être vu comment? On va vous faire des exercices d'abord avec chaque fois la conservation de l'énergie, et en voyant d'abord l'énergie cinétique, et puis l'énergie potentielle gravitationnelle, etc. Pour cela, on aura besoin de certaines formules qu'on ne va pas vous démontrer. On va juste vous les donner, et elles doivent évidemment être connues. Ça, c'est pour la conservation de l'énergie dans l'ensemble et comment va se passer le cours. Dans la prochaine vidéo, je vous montre exactement c'est quoi l'énergie cinétique de translation et c'est quoi l'énergie potentielle due à la gravité. Voilà, on se retrouve dans la vidéo suivante.